Avant tout, il faut y penser. Vous vous souvenez que j'ai dit que, hélas, cette maladie était souvent méconnue, y compris des médecins. Ensuite, c'est l'élément essentiel, c'est l'interrogatoire. Il est primordial et il permet d'évoquer le diagnostic dans 90% des cas. Mais le symptôme essentiel, c'est la douleur. Le plus souvent, cette douleur se manifeste au moment des règles, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée. Mais ce peut être aussi devant d'autres localisations de la douleur, telles que d'autres douleurs pelviennes, des douleurs par exemple au moment des rapports, c'est ce qu'on appelle une dyspareunie, surtout si celle-ci est profonde. Il peut s'agir de douleurs abdominopelviennes chroniques, de douleurs lombaires, c'est-à-dire des douleurs du bas du dos. Il peut aussi s'agir de douleurs digestives entraînant une immobilité des tissus et des organes voisins. On verra ça tout à l'heure. Ainsi, dans les douleurs digestives, on peut observer des dyschésies, c'est-à-dire des douleurs pour aller à la selle, avec ou sans rectorragie, c'est-à-dire avec du sang rouge dans les selles, mais ce peut être un simple et banal ballonnement intestinal, des nausées, de la constipation, ou au contraire des diarrhées, ou un simple confort intestinal avec une intolérance à certains aliments tels le gluten, le lactose, les boissons alcoolisées. Toute cette symptomatologie douloureuse, digestive, explique l'utilisation fréquente d'une bouillotte sur le ventre, ce qui doit attirer l'attention du médecin. Enfin, il existe d'autres manifestations de cette douleur. Ce peut être une dysurie, c'est-à-dire une douleur pour uriner, avec ou sans hématurie, c'est-à-dire du sang dans les urines, des douleurs dans l'épaule droite, plus rarement dans l'épaule gauche au moment des règles, que l'on peut observer dans certaines formes particulières d'endométriose, telle la localisation diaphragmatique de la maladie. Je rappelle que le diaphragme étant le muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Enfin, d'autres éléments doivent faire évoquer cette pathologie. C'est l'absentéisme scolaire, puis l'absentéisme professionnel. Ça peut être aussi la fatigue, qui, dans l'endométriose, est multifactorielle, conséquence de la douleur, du stress et des effets secondaires des prises de médicaments antalgiques. C'est avant tout l'échographie endovaginale, mais entre des mains expertes. J'entends par mains expertes, ce sont des médecins qui connaissent bien la physiopathologie de cette maladie, qui connaissent bien l'anatomie de la femme, qui réalisent un examen clinique soigneux, orienté vers cette pathologie, et ce qui implique d'ailleurs, pour être bien formé, d'avoir une formation spécifique pour la recherche des petits signes directs et indirects de cette pathologie. Dans de rares cas où le doute diagnostique existe, ou chez la jeune fille vierge, où une échographie endovaginale est bien entendu impossible, l'IRM peut se justifier, mais ce n'est en aucun cas le gold standard des examens complémentaires pour l'endométriose. Là aussi, cette IRM doit être alors réalisée dans un centre expert. L'endométriose est parfois totalement asymptomatique et sa découverte se fait de manière fortuite lors d'une intervention chirurgicale ou d'un examen complémentaire réalisé pour une toute autre cause indépendante de l'endométriose ou alors au cours d'un bilan pour stérilité qui est la deuxième principale conséquence de cette maladie. Mais d'emblée, précisons qu'endométriose n'est pas synonyme d'infertilité. Des femmes ayant une endométriose peuvent concevoir naturellement, mais en cas d'endométriose, le risque d'infertilité est multiplié par 2 et ce risque est proportionnel à la sévérité et à la profondeur de l'endométriose. Alors, ça peut être tout simplement un obstacle mécanique, un nodule endométriosique peut boucher les trompes. Ça peut être aussi la formation d'adhérence entre la trompe et l'ovaire, et cette adhérence peut empêcher la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Enfin, l'endométriose sécrète des substances inflammatoires qui sont nocives à la fécondation. Il peut s'agir aussi d'une endométriose utérine qui peut gêner la nidation. Enfin,
L'endométriose peut se localiser sur les ovaires et former des kystes que l'on appelle des endométriomes qui se développent au détriment des follicules, d'où l'importance de mesurer les réserves folliculaires dans tout bilan échographique de stérilité.